On va parler de cinéma, de séries et de théâtre aujourd'hui sur Euradio, mais version franco-allemande. Notre invité est acteur et il connaît bien les deux pays puisqu'il est né en Allemagne, mais il vit en France depuis 50 ans. On a pu le voir au cinéma, donc Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu par exemple, ou Les Frères Sisters, à la télévision, aussi dans Un village français, mais donc aussi au théâtre. Bonjour Jochen Hegele. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de radio. On va évidemment parler de votre métier d'acteur, mais d'abord, on avait envie d'évoquer votre parcours. Je le disais, vous êtes né en Allemagne en 1964, à Stuttgart, 74. Soyons précis. Je vous ai rajeuni. Merci. Mais donc, votre famille déménage alors que vous avez seulement 1 an. Pourquoi votre famille s'est installée en France ? Parce que mon papa a une proposition de boulot, en fait son employeur en Allemagne lui a proposé un poste en France et étant francophile, il s'est dit tiens mais pourquoi pas, allons-y et déménageons tous à Paris. Et ça devait être pour quelques années et puis ben voilà, ça fait 50 ans que je suis là. Et quels sont les souvenirs que vous gardez ? Alors vous étiez très jeune évidemment, mais de cette arrivée en France ? J'ai aucun souvenir de cette arrivée en France. Non, j'étais vraiment trop petit. Je me souviens pas du tout de ça. J'ai aucun souvenir de ma toute petite enfance quand on habitait à Stuttgart. Voilà, je suis retourné plus tard fréquemment en Allemagne pendant les vacances, mais donc vos premiers souvenirs sont français en fait. Ouais. Quels sont les tout premiers souvenirs que vous avez de la France ? Moi j'ai une sœur qui est plus âgée, qui a 2 ans de plus que moi, et donc qui a été scolarisée plus tôt que moi. Alors moi j'étais à la maison, et puis c'est elle qui m'apprenait le français en fait, puisqu'on parlait allemand à la maison. C'est elle qui m'apprenait le français, et puis on regardait la télé aussi, vous savez, les émissions pour les enfants qu'il y avait dans les années 70. Donc j'ai appris un petit peu, je crois que j'ai dû apprendre le français avec, je sais pas, avec Goldorak ou des trucs comme ça. Les programmes qui passaient, les dessins animés qui passaient à l'époque. Vos parents, est-ce qu'ils ont été confrontés à des difficultés dans leur intégration, dans leur acclimatation, j'ai envie de dire, à la France ? Je ne saurais pas vous dire à quel point ils ont été, eux, réellement confrontés à des difficultés. Ils ont dû apprendre le français, qu'ils avaient peut-être un petit peu appris à l'école, mais bon, voilà. Je me souviens qu'il y avait une appréhension par rapport au regard qu'on pouvait éventuellement porter sur eux. C'est-à-dire quand on était en public, on essayait de pas parler allemand trop fort. Fallait pas qu'on se fasse puisqu'on est repérer, 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Ils avaient un petit peu peur qu'il y ait des sensibilités par rapport à ça, mais j'ai pas connaissance qu'il y ait eu vraiment des trucs négatifs par rapport à ça. Et vous-même non plus, vous n'y avez pas été confronté à l'école Non, jusqu'en 82, non. Vous êtes amateur de foot, vous savez de quoi je parle très bien. On précise, 1982, une certaine Coupe du Monde, un certain match entre la France et la RFA à l'époque, puisque l'Allemagne est séparée en deux à ce moment-là. Vous avez des souvenirs de cette époque-là ? Ouais, le match France-Allemagne de Séville 82, je crois que c'est le premier match de foot dont je me souvienne. Et c'est vrai que ça a fait remonter un petit peu des rancœurs, des sentiments. Parce que ça a été marquant pour beaucoup de Français, forcément, parce que je sais bien. Pour nos auditeurs qui seraient un peu moins connaisseuses de football, c'est un match qui est allé jusqu'en prolongation. La France a mené, a été rejointe. Enfin bref, il y a eu une faute qui n'a pas été sifflée. Une agression caractérisée du gardien allemand. Mais on vous en parle encore de ça peut arriver parfois. Ouais, les amateurs de foot, ils oublient jamais France-Allemagne. Alors, vous êtes ensuite, vous avez été donc au Cours Florent, grande école, grande formation pour devenir acteur. Ça, c'est dans début des années 90. Qu'est-ce qui vous pousse vers ce métier-là, vers le métier d'acteur ? Je sais pas, beaucoup de choses. C'est des rêves d'enfant pour commencer, et puis en grandissant après, je me suis dit mais bon, c'est peut-être
je suis quelqu'un de très timide en fait, et je m'imaginais que un acteur, et surtout un acteur de théâtre, devait être quelqu'un nécessairement d'extrêmement flamboyant et tout ça. Et donc, mais il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire du théâtre au lycée, et que c'était une révélation. Je me dis, il faut que je fasse ça, j'ai pas le choix en fait. Et puis j'avais un copain qui faisait du théâtre avec moi au lycée, mais qui jouait en même temps le soir au Théâtre de la Colline, avec Michel Aumont. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Michel Aumont, qui sur scène était un lion rugissant, phénoménal. Et quand il m'a été présenté, moi j'avais 17 ans, et j'ai un petit bonhomme tout timide qui me dit « Bonjour monsieur, enchanté, le spectacle vous a plu ?» Et je dis « Ah d'accord. » Vous êtes dit on peut être timide mais être acteur. Mais il y a vraiment ce truc du masque qui nous protège quelque part. Et oui, donc ça a été possible. Et donc au départ, vous rentrez plutôt par le théâtre. Vous êtes plutôt attiré par le théâtre. Non, c'est les deux. Moi, je m'imaginais comme ça que c'était le parcours naturel, le théâtre, et qu'ensuite on était découvert par le cinéma, etc. En fait, de nos jours, c'est un peu l'inverse. Pour avoir des bons rôles au théâtre, il faut. Ce sont des acteurs de cinéma qui sont ensuite au théâtre, alors que c'était l'inverse, un peu effectivement avant. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma et le théâtre que j'ai découvert plus tard en jouant. Donc moi, je suis toujours... j'ai envie de faire les deux, de continuer à faire les deux. Vous n'avez pas de préférence aujourd'hui? Vous êtes au cinéma, parfois la télévision, aussi au théâtre. Ouais. Il n'y a pas une petite préférence? Vous aimez toujours faire les trois? J'aime toujours faire les trois, ouais. Même si vous voulez, la différence entre télévision et cinéma, elle est devenue moindre de nos jours dans la façon de travailler. On devient beaucoup plus efficace maintenant au cinéma qu'on ne l'était avant. C'est dû aussi au passage de la pellicule à la vidéo. On travaille beaucoup plus vite. Et puis on a à la télévision aussi des programmes qui sont devenus plus exigeants au niveau de la qualité, de l'image, des jeux des comédiens. Les comédiens passent plus facilement aussi du théâtre au cinéma à la télévision. C'est plus fluide que ça ne l'était, je pense, il y a une vingtaine d'années. Et vous avez joué à la fois dans des films ou des séries françaises, mais aussi des films ou des séries allemandes. Est-ce qu'il y a des différences dans l'approche d'un réalisateur français, celle d'un réalisateur allemand, dans la manière dont on tourne, etc. De toute façon, les réalisateurs, qu'ils soient français, allemands ou espagnols, ce que vous voulez, chacun a de toute façon aussi sa personnalité, sa manière de travailler. Mais il y a des petites différences culturelles. La pause déjeuner est plus courte en Allemagne. C'est souvent ce qui est pas reproché, mais c'est souvent ce qu'on dit des Françaises, qu'ils aiment bien prendre le temps pour manger. Oui, mais c'est bien. En Allemagne, on est plus efficace. Oui, on coupe pour s'alimenter, si vous voulez. Mais la pause déjeuner sur un plateau de tournage en France, ça prend du temps, mais c'est un temps qui est riche aussi, qu'on utilise pour se parler, pour se rencontrer, pour échanger des idées et tout ça. C'est pas du tout du temps perdu. Et sur la manière d'aborder les sujets, par exemple certains sujets de société, est-ce que là il y a aussi une différence entre cinéma, télévision française, cinéma, télévision allemande? Je saurais pas quoi vous dire. Peut-être que les Allemands se prennent plus au sérieux, mais non, je sais pas. Quand vous dites se prennent plus au sérieux, c'est-à-dire? Ils sont très sérieux dans la manière d'aborder les sujets, les thématiques. Mais non, ça c'est inhérent effectivement à la culture du pays. Je ne saurais pas dire là comme ça quelles sont les différences sur la manière d'approcher les sujets.
L'invité de radio aujourd'hui, c'est l'acteur allemand Jochen Egele qu'on a pu voir à la télévision, par exemple, dans Un village français, ou au cinéma, entre autres dans l'un des grands succès en salle de ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Alors, dans plusieurs séries ou films, Jochen Egele, vous avez joué le rôle d'un soldat allemand, d'un membre de l'armée allemande. On pense à Un village français, notamment. Est-ce que vous avez eu peur à un moment d'être cantonné en tant qu'acteur allemand, acteur franco-allemand presque, à ce genre de rôle? Ouais, c'est toujours le danger. Évidemment, il y a ce risque-là. Déjà, de toute façon, il y a le risque d'être cantonné au rôle d'allemand tout court. Parce que vous avez joué aussi, par exemple, on pense à la série Baron Noir, le rôle du Premier ministre allemand dans du chancelier, pardon, oui. Effectivement, du chancelier, dans la dernière saison. Mais c'est passionnant. Moi, j'aime énormément la série Baron Noir. C'est très très intelligent. Et donc c'était un bonheur pour moi de pouvoir jouer le chancelier allemand là-dedans. C'était super. Voilà, il y a d'autres personnages. J'ai joué le directeur de l'Opéra de Paris, des collectionneurs d'art, etc. et tout. Mais pour revenir au rôle en uniforme, oui, il y a ce danger-là, mais en même temps, il faut le voir comme un personnage comme un autre. J'ai joué beaucoup au théâtre le rôle d'un officier SS dans la pièce Le Repas des Fauves, que vous avez peut-être vu, qui s'est beaucoup joué à Paris. On a fait plus de 1000 représentations. On s'est arrêté là en janvier. Mais le rôle est tellement passionnant. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, il y a tellement de choses à faire avec ce type de personnage, souvent, à partir du moment où, au niveau de l'écriture et de la mise en scène, ils sont pas totalement caricaturés. C'est des rôles qui sont passionnants à jouer. Donc voilà, le fait que ce soit un officier, le fait que ce soit un nazi, ça ne définit pas le personnage. C'est un être humain avant, et ce qui est passionnant, c'est de découvrir qui est cet être humain derrière cet uniforme, pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il fait ces choix-là, et ça c'est passionnant. Donc il n'y a pas d'appréhension particulière à jouer ce type de rôle qui résonne forcément beaucoup dans l'histoire franco-allemande. Oui, mais justement, c'est-à-dire que ce sont des histoires qui ont besoin d'être racontées. Ma mère, elle me dit souvent, mais enfin, écoute, ça suffit maintenant, les films sur la Deuxième Guerre mondiale, les films sur les nazis, il faut qu'on arrête de faire ça. Je ne suis pas convaincu qu'il faille arrêter de faire ça. Parce qu'il y a toujours des choses à raconter pour vous. Il y a toujours des choses à raconter, ouais. Il y a toujours des choses à raconter. Il y a le film de Xavier Giannoli qui va sortir bientôt avec Jean Dujardin et Auguste Dill, qui parle de la collaboration. C'est un sujet très 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 épineux qui est traité de manière très délicate d'ailleurs par le réalisateur. J'ai été à l'avant-première l'autre jour. Et voilà, c'est des histoires qu'on n'a pas fini de raconter et d'explorer. Et vous-même, vous avez envie de peut-être un jour réaliser quelque chose autour de ces sujets-là ? Alors réaliser, je ne sais pas, parce que c'est un boulot extraordinaire d'être réalisateur. Il faut vraiment contrôler un nombre de trucs absolument extraordinaires. Et moi, j'ai tendance un petit peu à fuir les responsabilités. Donc la réalisation, pour vous, c'est pas pour tout de suite ? C'est pas pour tout de suite, non. J'ai peut-être envie d'écrire quelque chose, il faut voir, mais... Envie d'écrire un scénario, un livre ? Ouais, un scénario, peut-être, ouais. Bon, peut-être qu'on retrouvera au cinéma un film avec un scénario de Jochen Egele, je le disais, donc cinéma, télévision, théâtre, et puis doublage aussi, puisque vous êtes la voix française, en tout cas sur une partie de ces films de l'acteur allemand Daniel Brühl, qu'on a découvert avec le film Goodbye Lénine. En quoi cette partie-là de votre travail, elle est aussi importante pour vous de faire ce doublage ? Écoutez, c'est une activité comme une autre pour un comédien. Hein. Voilà, c'est du travail et c'est souvent très 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 intéressant parce que
En tant que comédien, vraiment, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'étudier vraiment comment travaille l'autre acteur. Et ça, c'est quand même assez passionnant, notamment quand on a quelqu'un qu'on reprend plusieurs fois, comme Daniel Brühl dans mon cas, qui est en plus un comédien que j'aime beaucoup. C'est toujours très intéressant de voir comment lui, il a abordé un rôle, une scène, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses en faisant ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le copier dans son interprétation ou justement interpréter soi-même pour pas être totalement dans la copie de l'acteur qu'on doit doubler? Ouais, c'est la difficulté parce que il faut quand même qu'on soit un minimum synchrone, quoi. Hein. Et puis ouais, par rapport non seulement au rythme de l'élocution, mais aussi les regards, le volume. Voilà ce qu'il fait à l'écran, il faut qu'on soit synchrone avec ça. Mais oui, il faut trouver un moyen de se l'approprier, ouais. Et vous l'avez déjà rencontré, Daniel Brühl? J'ai failli le rencontrer une fois à une réception à l'ambassade française à Berlin, où il a reçu une médaille, mais il est parti juste après. Vous aimeriez le rencontrer, échanger avec lui? Ouais, bien sûr. Alors, on sait que, toujours pour parler de doublage, les doubleurs français sont très remontés depuis plusieurs mois contre l'utilisation de l'intelligence artificielle qui se répand petit à petit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'utilisation de l'intelligence artificielle plus largement dans le cinéma? Est-ce qu'il y a une crainte particulière, alors pas forcément de se voir remplacer, mais de voir ce métier évoluer vers plus d'intelligence artificielle? Oui, bien sûr que la crainte est là et que je crois que il faut qu'on fasse très attention et qu'on trouve des moyens de se protéger contre ça. On m'a expliqué, des gens qui travaillent dans d'autres domaines, que c'était un outil absolument formidable, sublime, et donc très bien, n'allons pas contre le progrès. Mais je crois qu'une intelligence artificielle ne peut pas remplacer un vrai artiste. Est-ce que vous avez déjà eu envie de changer de métier, de faire totalement autre chose? Vous disiez, alors, c'est toujours dans le cinéma, évidemment, la réalisation, peut-être écrire quelque chose, mais est-ce que vous avez eu envie à un moment de faire totalement autre chose? Non. Non, il y a des moments de découragement, si vous voulez, quand on reste trop longtemps sans un nouveau projet de théâtre ou de film. Et au moment où quand on voit que c'est un tel qui a été choisi alors que moi j'ai fait une audition qui est absolument géniale, etc. Et tout. Voilà, bien sûr, on a des moments de découragement. Voilà, où je me suis dit non mais je vais m'en aller, je vais partir m'installer, je vais ouvrir une laverie à la montagne et allez tous vous faire voir. Il y a des moments comme ça, mais non, j'ai jamais eu envie de faire autre chose. Et est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui justement de trouver ces projets-là, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, vous qui êtes dans ce métier depuis assez longtemps, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans? Je sais pas si c'est tellement plus difficile. Il y a beaucoup de... Oui, il y a sans doute plus d'acteurs et d'actrices, beaucoup de vocation et peu d'élus, mais il y a beaucoup de choses qui se produisent aussi, vous voyez, avec toutes les plateformes de streaming, etc., qui sont obligées de produire du contenu en France, en Europe, et je trouve que c'est une très belle chose. Justement, pour vous, le cinéma européen, ça a un sens, de faire du cinéma qui parle de l'Europe? Oui, bien sûr. Ouais. Il faut absolument qu'on parle de qui nous sommes, nous, Européens. Je crois qu'on est à un moment où ce serait particulièrement important de montrer notre identité à nous, de pouvoir proposer un modèle de société européen. Et effectivement, peut-être que ça peut passer aussi bien sûr par la culture. Si vous parlez de modèle de société européen, ça ressemblerait à quoi, ce modèle de société européen? C'est des choses qu'on a déjà, si vous voulez, et qu'il faut se battre entre guillemets pour les conserver. Tout ce qui est le droit du travail, la sécurité sociale, l'école, l'accès
à la culture, aux soins, etc. Tout ça, c'est très très important. Moi, j'ai une femme qui a eu un cancer et j'ai pas été obligé d'hypothéquer ma maison pour payer ses soins. Je crois que ça, c'est le signe d'une société civilisée. Et c'est signe d'une société européenne, donc vous appelez de vos voeux Jochen Hagele. On vous verra bientôt, vous parliez de plateforme, on vous verra bientôt dans une série qui sera diffusée sur la plateforme HBO, La Pilote, sur l'histoire de Michèle Mouton, cette française pilote de rallye. Voilà, ça sera à voir très prochainement. En tout cas, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Euradio, et bon courage pour la suite, pour vos projets, et puis donc peut-être un jour un scénario écrit par Jochen Hagele. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir.